Nous sommes de retour sur ce plateau et comme je vous l'annonçais, l'écrivain sénégalais Felwine nous a rejoint, m'a également rejoint le politologue sénégalais Ouma Bar. Merci à vous deux d'avoir accepté de participer à cette troisième partie consacrée à votre livre, Monsieur Felwine, Afrotopia. Et dans ce livre, vous développez une thèse fort intéressante. L'Afrique doit s'affranchir des injonctions civilisationnelles venues d'ailleurs. Pourquoi avoir écrit ce livre? Qu'est-ce qui vous a inspiré l'écriture de ce livre, que je trouve au demeurant digeste et accessible, bien écrit? En fait, j'étais dans une réflexion sur la prospective et les devenirs. Donc, je suis économiste, mais je m'intéresse aussi à la culture et à d'autres champs disciplinaires. Donc, il m'a semblé que ces derniers siècles, le continent est sous injonction civilisationnelle. La question du développement est perçue comme une problématique évolutionniste. Il y a des États qui auraient réalisé l'optimum social chez eux. Et pour être à la hauteur, il faut emprunter les mêmes chemins, réaliser les mêmes prouesses, et comme si les histoires n'étaient pas singulières. Alors, je précise d'emblée que toutes les nations, toutes les communautés ont des défis à relever. Mais la manière de répondre aux défis que pose l'environnement a été multiple et diverse au cours de l'histoire humaine. Oui. Les modalités de réponse aux défis ont été plurielles. Et le développement à l'occidental n'est qu'une occurrence que l'histoire a produit dans une géographie donnée et dans un contexte donné. On peut s'inspirer de certains aspects, mais fondamentalement, les peuples doivent inventer les réponses qui leur conviennent. Inventer des réponses qui nous conviennent, c'est ce que vous dites ici. Je vous cite, « L'Afrique n'a personne à rattraper. Elle ne doit plus courir sur les sentiers qu'on lui indique, mais marcher prestement sur le chemin qu'elle se sera choisi. » Je me suis dit, pour aborder votre livre, Monsieur Sarr, je ne parlerai pas d'auteurs européens, nous allons rester dans le contexte littéraire africain. Quand la Grande Royale dit, dans l'aventure ambiguë de Cheikh Hamidou Kane, je la cite, « Je sais, l'école où je pousse nos enfants tuera en eux ce qui est, nous aimions et conservions avec soin. » Avait-elle tort ou raison? En fait, la problématique de l'aventure ambiguë est intéressante parce qu'ils vont à l'école, ils vont apprendre à lier le bois au bois et ils vont apprendre à vaincre sans avoir raison. Oui. Et ils considèrent que les temps ont changé et qu'ils ont besoin des outils et de comprendre les outils qui les ont dominés. La problématique ici est différente. Je considère que le patrimoine intellectuel, culturel du monde est commun et que les Africains sont coproducteurs et co-héritiers de ce patrimoine. Donc nous sommes dans un monde ouvert, mélangé et globalisé. Et ce patrimoine nous appartient, c'est-à-dire que nous n'allons pas le chercher chez autrui. Oui. C'est ça le grand piège intellectuel. L'histoire des savoirs est une histoire longue, tous les peuples y ont contribué et à des endroits donnés, il y a eu des révolutions scientifiques pour des raisons données, oui. Mais je ne suis pas étranger du savoir scientifique, culturel et humain. Ce que je suis en train de dire, c'est que le problème de notre époque, c'est que les aventures sociales sont lues à travers les dynamiques économiques, avec quelques indicateurs, et qui ne disent pas toute la réalité, qui disent une dimension, une partie. Et tout ce qui fait la richesse d'une culture et d'une civilisation, les richesses culturelles, spirituelles, civilisationnelles, humaines, qui sont fondamentales, ne sont pas résumées par ces indicateurs-là, qui sont censés guider l'aventure sociétale. Mais on vous sent dans ce livre nostalgique de ce que vous appelez un réel africain. Quels sont les contours de ce réel africain? Non, je ne suis pas du tout nostalgique. On sent une forme de nostalgie. Vous avez lu ce livre dans le cadre de la préparation de cette émission. Je suis juste dans une réflexion sur les sociétés et les projets de société. Dans une société, il me semble qu'il faut équilibrer les ordres économiques, culturels, écologiques et spirituels. Et qu'il faut choisir ses valeurs. Qu'est-ce qui est important? Il faut mettre l'homme au cœur de sa problématique. Il ne me semble pas que les modèles que l'on nous propose mettre l'homme au cœur de sa problématique. Lequel? Concrètement, le modèle néolibéral dominant, oui. Qui ne base pas sa croissance sur les besoins des individus, mais sur les besoins de croissance du marché, qui sont des modèles au fond, qui produisent de la richesse et de la valeur ajoutée, mais la manière dont ils les produisent crée de l'inégalité et qui oublie que l'économie est un moyen, n'est pas une finalité, et que la finalité, c'est l'aventure sociale. Et qu'est-ce qu'on fait de ce moyen-là? C'est ça la vraie question. Monsieur Bar, que vous inspire cette thèse?
Je voudrais d'abord, si vous me permettez, vous remercier de l'invitation et aussi saluer le brio avec lequel il a écrit cet ouvrage. Je l'ai lu du matin au soir pour le fouilleter. J'ai pris des notes. Je crois que je me le suis un peu approprié dans une certaine mesure. Les idées qu'il partage, qu'il développe, je les partage, mais en même temps, il y a sur certains points où je suis assez dubitatif. Les idées générales sur les dynamiques d'évolution sociale et historique du monde par rapport à une pensée commune qui serait là, à laquelle nous avons aussi contribué. Je crois que c'est tout à fait juste si on repart depuis l'Antiquité égyptienne avec ce qu'on appelle la maths, qui était un code de conduite basé sur 42 points sensibles d'organisation du pouvoir, de l'éthique, de la morale dans la société égyptienne antique. Oui. Mais aujourd'hui, je crois qu'entre-temps, nous avons quelque chose au moins à rattraper. C'est là où je vais me distinguer fondamentalement de lui. Nous avons à rattraper de mon point de vue sur la technicité du monde. D'autant plus que, je donne un cas très simple, nous avons du pétrole, mais ce pétrole-là ne nous profite en rien. Or, il faudrait, parce qu'on n'a pas les moyens de l'exploiter. Or, dans d'autres pays qui étaient dans la même situation que nous, qui ont connu la colonisation et autres, qui ont connu aussi ces inventions, ils ont une capacité de résilience qui est basée sur leur culture. Vous donnez dans votre ouvrage, par exemple, l'exemple du Japon du Meiji. C'est très intéressant, mais là où je suis un peu resté sur ma faim, c'est que vous n'avez pas adossé cela, de mon point de vue, à la lecture, par exemple, de Cheikh Anta Diop, de Théophile Obenga et autres. Et là, ça aurait été beaucoup plus intéressant parce que vous êtes en train de réfuter, dans une certaine mesure, le tropisme occidental de la critique de la modernité. Et j'aurais peut-être préféré que vous mettiez dans votre titre tropique ou bien critique de la modernité et de la postmodernité suivant la pensée occidentale. Et là, j'aurais été Vous avez un rapport particulier à la modernité. Et quand l'écrivain béninois, par exemple, Jean Plia, vous dit « La construction d'une nation moderne exige la destruction de certaines reliques du passé », vous lui répondrez qu'il vaut mieux plutôt revenir et privilégier les reliques du passé? Non, en fait, il faut que je réponde d'abord à ces objections. Oui. Le début de la phrase, c'est l'Afrique n'a personne à rattraper, et la suite, c'est elle a à être à la hauteur de ses potentialités. C'est ce que vous dites. Souvent, on s'arrête sur la question du rattrapage et on ne continue pas sur la question d'être à la hauteur de ses potentialités. Ce que je conteste, c'est la perspective évolutionniste et comparatiste. Ce que je conteste, c'est le fait qu'on considère que les aventures sociales doivent être comparées et qu'il y en a certains qui occupent une place et qu'il faut les rattraper. Je dis qu'elles ne sont pas comparables parce que ça dépend des critères et des échelles de valeur. Si je mets la convivialité, le vivre ensemble, l'humanité au cœur de mon projet, je ne m'estime pas en retard. Alors, c'est pour ça que vous décrétez que l'Afrique n'a aucun retard à rattraper. Non, en fait, dire qu'elle n'a pas de retard à rattraper, ça ne veut pas dire qu'elle n'a pas de défi à articuler. Je veux dire, il faut bien lire entre les lignes. Voilà, je veux dire, c'est dire qu'elle ne doit pas s'inscrire dans une perspective évolutionniste et qu'elle doit tourner le regard vers l'intérieur, mais elle doit faire face à ces défis. Dire que j'ai un retard technologique à rattraper, là aussi, oui, on a avancer dans l'acquisition du savoir commun technique qui est le savoir du monde et l'appliquer à nos sociétés pour avoir des organisations qui sont beaucoup plus efficientes. Un lycéen sur 2 en Occident aura 100 ans. L'espérance de vie sur le continent est encore très, très, très basse. Oui. Est-ce que ce n'est pas un idéal vers lequel nous aussi on peut tendre? Oui, mais ça, c'est être à la hauteur de nos potentialités, relever nos défis. Notamment à travers la modernité, la technologie et la modernisation de la médecine. Non, mais faites attention au terme. C'est un terme qui est très séduisant. Dans un chapitre, je fais une archéologie du concept. C'est cela. Et j'en relève les fondements philosophiques. Et j'opère une critique de ce concept-là. Cette modernité occidentale-là qui est belle, nous l'avons payée, elle a une ombre portée. Oui. Son ombre portée, c'est le colonialisme, c'est les traites, c'est tout un tas de violences qui ont été exportées chez nous. Elles ont été des lumières pour l'Occident et une ombre reportée pour les pays de l'autre côté du globe. Ça ne veut pas dire que les progrès de la communauté humaine, nous n'y avons pas droit. Ça veut simplement dire qu'il y a une réflexion à mener sur la manière dont on nomme nos cycles historiques, parce que cette nomination-là, elle est porteuse de valeur. Aujourd'hui, quand les dynamiques se développent dans le continent et qu'elles ne sont pas nommées,
on les omet. Tout ce que nous faisons, c'est nous cherchons les signes de la modernité et vous le dites, occidentale. Vous dites que nous concevons notre développement à travers le prisme occidental. Non, mais ça veut dire que même nos réalités sociales, nous ne les lisons pas telles qu'elles sont. Nous passons notre temps à chercher en quoi elles ressemblent à ce qui serait l'idéal qui est né ailleurs. Et même s'il y a quelque chose d'intéressant qui émerge, puisque nous n'avons pas fait opérer une réflexion sur la manière de nommer nos cycles historiques et nos réalités, nous sommes dans un espace qui est absolument très peu créatif. Oui. Tout ce qui rentre dans le corpus de la modernité est lisible pour nous. Tout ce qui ne rentre pas dans ce qui est appelé modernité est loin d'être lisible. Ce qui est très pertinent dans ce que dit Felwine Sarr, c'est qu'effectivement, celui qui vous apprend à courir ne vous laissera jamais le rattraper ou même le dépasser. On peut toujours émettre un mais fondamental, parce que le tropisme historique, certes, il a été écrit dans une grande majorité par ceux-là même qui ont été les auteurs ou dont les ancêtres ont été les auteurs de la colonisation, de l'esclavage, etc. Mais globalement, si on se rend compte très bien, l'élite africaine n'a pas entendu l'avènement de cet ouvrage, qui est un plus, certes, dans la pensée africaine, à avoir un sursaut qualitatif dans le cadre de la globalisation, la mondialisation et des idées prêtes à porter. Là où je suis totalement d'accord avec lui, c'est par rapport au mimétisme systémique, au mimétisme des valeurs, des idées. Ça, il faut briser ce mimétisme-là, parce que nous avons essayé de le faire. Non, il ne faut pas courir. Il faut courir avec les autres, mais pour avoir un tempo qui est propre à soi. Vous savez, la vie n'est pas une course de fond, une course de vitesse, c'est une course de fond. Mais là où je vais un peu compléter sa réflexion, c'est que globalement, nous ne sommes pas aujourd'hui seulement enclins à lire l'histoire, notre historicité par rapport à l'Occident. Il y a des Africains qui ont écrit sur l'Afrique, sur l'histoire africaine et sur des choses qui sont scientifiquement prouvées. C'est-à-dire, on est parti de la technique scientifique ou bien de la scientificité pour opérer une rupture épistémologique pertinente. Et c'est ça que je n'ai pas suffisamment retrouvé de mon point de vue dans l'ouvrage. Et deuxièmement, il y a l'UNESCO, par exemple, sous Amadou Makhtar Mbow, qui était sénégalais, ancien directeur exécutif de l'UNESCO, et ils avaient produit l'histoire générale de l'Afrique. 6 tomes, je crois, si je ne m'abuse, ou dans les 8 tomes, d'ailleurs, dans lesquels on retrace l'Afrique, son historicité, etc., pour qu'on puisse mieux nous réapproprier nos identités. Très rapidement, quand j'ai lu votre livre, je me suis dit, à qui vous adressez-vous? Aux jeunes Africains d'abord. Dans un chapitre qui s'appelle Habiter la demeure, je rends justice à nos devanciers, Valentin Mudimbe, Mamou Sediane, toute une littérature africaine et tout un ensemble d'auteurs africains qui ont pensé ces questions dans un contexte africain. Ce que je suis en train de dire, c'est que nous pouvons apporter de l'innovation, du plus, du différent. Nous pouvons, à partir de notre géographie, de notre culture, de notre rapport singulier au monde, colorer notre aventure et nos dynamiques, et que nous ne sommes pas que des êtres de répétition. Nous pouvons effectuer des synthèses heureuses, mais pour synthétiser, pour dialoguer, il faut avoir une voix singulière. Une voix qui ne se reconnaît pas dans sa singularité, on ne se reconnaît pas dans l'atonie de sa propre voix, n'est pas une voix qui dialogue. Et pour opérer des synthèses, il faut choisir la couleur dominante. C'est-à-dire qu'on doit opérer des synthèses, mais dans le mélange des couleurs, on doit dire je préfère le bleu parce que le bleu, il correspond à mon rêve d'humanité. J'appelle à reprendre l'initiative théorique, l'initiative historique, à ne pas être juste là, à ne pas faire du passé des autres notre avenir. C'est ça le problème du rêve. Comment marquer aujourd'hui? C'est une révolution épistémique, c'est une révolution intellectuelle. Conceptualiser ça veut dire ce que certains ont déjà appelé développement endogène. Les termes sont importants et en même temps, ils ne le sont pas. Il faut voir quels sont les implicites du terme. On peut même reprendre ce terme à notre compte si on veut, mais on doit lui mettre un contenu. C'est-à-dire qu'on ne doit pas le prendre tel qu'il est. Ce que j'appelle, c'est à une autonomie intellectuelle qui lui permet de reposer les termes du débat et de repenser en fonction de nos réalités et surtout en fonction de qui nous voulons être et où nous voulons aller. Lorsqu'on écoute les discours, on a le sentiment que nous n'imprimons rien à la marche du monde, que nous n'avons pas de proposition civilisationnelle pour le monde. Actuellement, le monde est en crise. Il ne sait plus quoi faire de son économie, il ne sait plus comment vivre ensemble, il ne sait plus quoi faire de la paix, il ne sait plus quoi faire des migrants. Et j'estime que le continent le plus vieux du monde, qui a une histoire longue, millénaire et complexe, a vu l'humanité en relief, qu'elle a probablement des choses à dire sur la marche des choses, sur la marche du monde. Elle a des propositions à faire pour sortir de l'impasse. Et puis elle a, durant sa longue histoire, eu des innovations sociales, elle a résolu des chocs, elle a survécu à des chocs, elle a énormément d'expérience à mettre sur la table. Mais pour qu'elle le fasse, il faut qu'elle reprenne l'initiative théorique, il faut qu'elle parle d'elle-même et qu'elle articule un discours qui lui semble être un discours important pour elle et pour le monde. C'est ça la question fondamentale. Quand vous dites nous, parlant des Africains, nous aujourd'hui, c'est le Malien qui gagne sa vie à Tokyo avec sa femme allemande, c'est le Togolais qui est à New York, mais c'est aussi le Chinois qui est à Ziguinchor et qui gagne sa vie, ou l'Américain qui est à Abidjan. Dans ce monde globalisé, comment ontologiquement
opérer cette révolution épistémologique? Oubliez la globalisation, elle existe, mais c'est un fait. Mais en même temps, les peuples existent, les cultures existent, des dynamiques profondes existent. Je veux dire, la synthèse existe, mais en même temps, il y a du divers dans le multiple. Je veux dire, quand on se rencontre dans les rues de Paris, on se reconnaît en tant qu'Africain. Quand on se rencontre dans un pays étranger, tout de suite, on reconnaît un certain nombre d'éléments qui nous structurent, quelle que soit la diversité. Quand des Japonais se retrouvent en terre européenne, ils se retrouvent autour de quelques invariants, même s'il y a de la multiplicité. Et n'opposons pas, justement, la globalisation au fait que des sociétés existent, des histoires singulières existent. Ça fait 5 siècles que le continent a un rêve d'émancipation. Oui. L'Afrique, malgré sa diversité, existe en tant qu'entité symbolique. Et elle est soumise au même cycle historique. Et puis elle a les mêmes défis globaux, c'est-à-dire gérer ses ressources, assurer son bien-être, sortir de ses multiples liens aliénants et retrouver sa puissance propre et sa lumière propre. Monsieur Ba, quand j'ai lu le livre de Monsieur Sarr, je me suis rappelé un peu ce que Aimé Césaire disait dans l'une de ses lettres. Il y a 2 manières de se perdre. Un, pas ségrégation murée dans le particulier. J'ai l'impression que si on suit Monsieur Sarr, c'est à ça qu'on veut. Ou pas de dilution dans l'universel, ce qu'il combat. Alors, comment réaliser le juste milieu? Pour réaliser le juste milieu, il faut, je crois, savoir d'abord qui on est et en même temps ne pas s'arrêter. C'est-à-dire le temps de l'arrêt est un temps de mort, au fait. Le monde est dynamique, il est complexe, il s'interpénètre à vitesse grand V. D'ailleurs, il le souligne quelque part dans son ouvrage, il parle de l'homme instantané. Il a tout à fait raison, mais je pense que globalement, il faudrait ne pas trop aussi tomber dans le tropisme du regard sur le rétroviseur et d'oublier le pare-brise, parce que si on veut avancer, si on veut éviter les accidents, il faut surtout davantage privilégier le pare-brise, c'est-à-dire le sursaut qualitatif. Merci, merci monsieur. Afrotopia, c'est le livre de l'écrivain sénégalais Felwine Sarr, un livre à travers lequel il appelle à une forme de révolution, il appelle à une forme de décolonisation des mentalités. Merci Felwine Sarr d'avoir été notre invité. Merci à vous également, Monsieur Ba, d'avoir accepté de participer à ce débat qui était un peu philosophique, un peu littéraire. Merci à vous deux d'avoir accepté notre invitation, mesdames et messieurs. Ainsi prend fin Politicien, votre rendez-vous politique. Je vous remercie d'avoir été nombreux à suivre. On se retrouve très prochainement pour un nouveau numéro de Politicien.